de questions qui ont une importance capitale, mais que nous ne pouvons plus résoudre comme elles ont été résolues il y a d'autres siècles. Le Coran nous dit constamment, je vous donne des exemples. C'est-à-dire que c'est le contraire du droit romain dans lequel on donne une loi abstraite et puis on en déduit les conséquences. Là, au contraire, on donne un exemple. C'est-à-dire, voilà comment a été résolu tel problème. Il faut donc nous dire, voilà dans quelles conditions historiques il a été résolu. Et comment, à partir des principes éternels de la charia, nous pouvons remonter à ces principes et les appliquer dans des situations nouvelles. Exactement comme faisait Shafi. Quelques-uns de ses disciples un peu naïfs lui disaient, mais tu ne dis plus la même chose en Égypte que ce que tu disais quand tu étais en Perse. Et il répondait, parce que la situation historique est différente. Et je crois que c'est la méthode que nous devons suivre. Nous non plus, non pas à répéter les formules, je le disais tout à l'heure, mais à imiter la méthode de nos grands juristes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons affaire à ce fiqh du XXe siècle. Comment envisagez-vous la fin et la disparition de ce monothéisme du marché? Nous y reviendrons là assez longuement demain à propos du désordre international, mais pour le résumer d'un mot. Aujourd'hui, à la différence du désordre international d'autrefois, du colonialisme ancien, il n'y a plus décolonialisme, comme il y avait colonialisme anglais, français et d'autres. Il n'y en a plus qu'un qui a fait des autres ses vassaux, sinon ses colons, ses colonies. Et par conséquent, nous avons une domination mondiale des États-Unis, dont le fer de lance est aujourd'hui l'État d'Israël. Eisenhower lui-même disait, le point stratégique le plus délicat à l'avenir, ce sera le Proche-Orient. Et c'est vrai qu'Israël est le mercenaire le plus rentable pour les États-Unis. Par conséquent, je crois que les problèmes se résoudront dans la mesure où nous désarmerons la puissance américaine. Ce n'est pas par les armes qu'on peut le faire. Ce n'est pas avec des kalachnikovs qu'on peut combattre des missiles. Mais il faut chercher le point faible. Dans tous les sports de combat, on nous apprend cela, chercher le point faible de l'adversaire. Le point faible des États-Unis, c'est l'économie. N'oubliez pas que ce pays n'est pas seulement le plus riche du monde, c'est le plus endetté. Deuxièmement, avec le système de spéculation qui règne dans ces banques, nous en parlions tout à l'heure, qui est constamment au bord de la faillite. N'oubliez pas que les caisses d'épargne ont fait faillite il y a quelques années, il a fallu que l'État rembourse. Il y a 100 banques par an qui font faillite aux États-Unis. C'est dire que ce régime est économiquement très instable. Il ne pourrait pas résister à la perte, disons, d'1 milliard de ses clients sans faire faillite. Par conséquent, et nous y reviendrons demain, à mon avis, l'arme essentielle, c'est le boycott des États-Unis. Chaque fois que nous achetons une bouteille de Coca-Cola, nous ajoutons une chaîne à ce qui nous enchaîne. Chaque fois que nous acceptons les films américains qui nous enseignent la violence et le reste, nous ajoutons des chaînes à l'esprit de nos enfants, à qui on apprend que le rapport normal d'un homme à un homme, c'est le coup de revolver, c'est la violence. Par conséquent, je crois qu'il s'agit d'un boycott généralisé. Ces messieurs aiment bien l'embargo. Je crois que c'est là notre responsabilité personnelle. Et ce n'est pas une utopie. Je le répéterai encore demain. Je voudrais donner un exemple. Quand le plus grand empire du monde, le plus puissant, militairement et économiquement, était l'Angleterre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Gandhi, en Inde, a attaqué sur ce point et a dit il faut boycotter les textiles anglais, puisqu'on volait le coton indien pour enrichir les industries du Lancashire. Il a même conseillé de faire soi-même son propre costume. Lui-même avait son métier à tisser. Il a été suivi par tout un peuple. Et voilà que par ce boycott, le plus grand empire et le plus puissant du monde a été obligé de céder. Je crois que c'est un exemple qui montre l'efficacité que peut avoir ce boycott. J'ajoute que l'idée de boycott est très importante, parce qu'elle ne repose pas seulement sur une décision gouvernementale, elle implique notre responsabilité personnelle. Bien entendu, je ne peux pas empêcher mon gouvernement, si nous n'avons pas la majorité, d'adhérer par exemple au traité de Maastricht, qui a fait de la France et de toute l'Europe une colonie américaine. Mais ce que je peux faire, c'est refuser ma redevance lorsqu'on me demande de payer pour voir un film américain. Là, je refuse. Et je crois que par ce boycott, nous pouvons avoir une action efficace. C'est là qu'il faut vaincre. Ça ne veut pas dire
que nous nions l'importance de la lutte que mènent nos frères palestiniens sur leur propre territoire. Car c'est grâce à l'intifada, c'est grâce à leur lutte même physique et à leurs sacrifices qui sont immenses, qu'ils ont réussi à montrer qu'ils avaient une présence. Mais la solution dernière, malheureusement, ne viendra pas de là. Tant que les États-Unis pourront être l'aide inconditionnelle d'Israël en argent et en armement, il est clair que le combat restera inégal. Là où il faut frapper, c'est donc à la tête, c'est-à-dire aux États-Unis, et nous ne pourrons le faire, à mon avis, que sur le plan économique. Et c'est le plus efficace pour paralyser, pour conduire à la faillite cet État, comme l'Angleterre y est arrivée. Elle est devenue une puissance de second ordre. Comment peut-on s'opposer en tant que musulman aux thèses comme celle de Fukuyama, la fin du monde, ou de Huntington, la guerre des civilisations? Si vous permettez, je voudrais envoyer cette question à demain, parce que le centre précisément de mon exposé, c'est la critique des théories d'Huntington. Celles de Fukuyama, aujourd'hui, elles ont un peu passé de mode, même aux États-Unis, parce qu'il avait elle était un peu trop optimiste. Il imaginait qu'on était arrivé à la fin de l'histoire, parce que le libéralisme était désormais imposé au monde entier. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des obstacles, qu'il y a des résistances, qu'il y a des grandes puissances qui naissent, comme la Chine, comme l'Iran. Et alors un homme comme Huntington a commencé à dire non, en réalité, il y a des contradictions. Il les a mal posées, nous le verrons demain, mais je crois que le problème, c'est un vrai problème, mal posé, mais un vrai problème. Alors comment nous pourrons le résoudre? Permettez-moi de répondre demain, c'est le centre de mon exposé. Je tiens à rappeler que les différentes questions que vous posez, certaines ont été formulées différemment, mais elles rejoignent certaines questions que je donne directement au professeur Garaudy. Et il y en a d'autres qui sont des questions purement d'ordre, qui sont des questions posées donc à la vie particulière du professeur Garaudy, c'est-à-dire son cheminement. Je citais certains livres au départ de l'introduction de la conférence du professeur Garaudy, donc concernant son itinéraire au départ de sa vie en tant que militant communiste, etc. Et il y a différents bouquins qui traduisent un peu son itinéraire dans ce sens. Et donc je vous ramènerai à la lecture de ces différents ouvrages. Et je rappelle également que le livre du professeur Roger Garaudy, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, sont en vente à la librairie, ici à côté, à l'entrée de la porte de la mosquée, ainsi que son droit de réponse, et celui de l'abbé Pierre, qui est également quelqu'un qu'on estime puisqu'il porte une foi, et comme dit le professeur Garaudy dans certains bouquins, ce qui est important, c'est ce que la foi fait d'un homme. Donc je pense que vous avez grand intérêt à prendre le droit de réponse qui est un élément indispensable pour pouvoir comprendre un peu la situation actuelle au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'expression. Donc je laisse la place. Alors, une question, là, à votre avis, y a-t-il des éléments internes à ce monothéisme du marché qui annoncent sa destruction future? Certainement. Et la première et le plus évident, c'est qu'il y a contradiction dans un système qui, d'une part, va vers l'accumulation de la richesse à un pôle et qui conduit le reste du monde à la misère. Comment pouvez-vous imaginer qu'une industrie puissante puisse se développer dans la mesure où il y a des milliards d'hommes dans le monde qui n'ont même pas de quoi se procurer leur nourriture? Par conséquent, la pire des contradictions du système, c'est de se couper lui-même ses possibilités de développement en réduisant à la misère des milliards et des milliards d'hommes, et en réduisant non seulement à la misère, mais à la révolte. Nous pourrons nous attendre à des explosions dans le monde entier du type de celle du Chiapas. N'oubliez pas que actuellement, l'âge moyen des hommes dans le tiers-monde est de 23 ans. Est-ce qu'on peut imaginer que ces jeunes hommes vont se laisser assassiner de cette façon, par la misère, par la faim, par la malnutrition, par ce système de monothéisme du marché? C'est là, je crois, la contradiction interne. D'une part, l'impossibilité pour lui de développer la production dans la mesure où on appauvrit des milliards de clients possibles, et d'autre part, la création d'explosions chez ceux que l'on réduit ainsi à la misère et au désespoir. La modernité de l'islam, c'est de revoir les textes de la charia, de revoir notre réalité, notre éloignement du fiqh islamique. Je crains que là il y ait un peu une confusion.
Il ne s'agit pas de revoir les textes de la charia, au contraire, ce sont eux qui sont les textes éternels et immuables. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir de ces principes, nous réfléchissions, comme nous y appelle le Coran, que nous considérions comme de notre responsabilité personnelle à chacun de nous d'appliquer ces principes éternels dans des conditions nouvelles que nos anciens juristes n'ont pas pu prévoir. Je disais tout à l'heure, ni Abu Hanifa, ni Shafi, ni le prophète n'ont eu à traiter des problèmes comme ceux des multinationales, du monothéisme du marché. Alors c'est à nous, à partir de nos principes éternels, de trouver un fiqh du XXe siècle. Alors, il paraît qu'elles sont les mêmes, par conséquent, on en lit une. Quelle solution proposez-vous par rapport à ces problèmes à des pays laïcs? Comment mieux vivre sa foi au milieu de cette société d'individualisme, cette société dite laïque, mais qui, dans ses gestes, est plutôt athée? Je crois que le plus simple ici, c'est de savoir retrouver notre façon de vivre proprement coranique. Parce que il n'y a rien qui vaut la force de l'exemple. Tout à l'heure, nous évoquions Gandhi. Gandhi n'avait à sa disposition ni radio, ni télévision, ni aucun moyen. Il avait un crayon, il parlait assez faiblement, d'ailleurs, c'était pas un orateur, mais il a donné un mot d'ordre clair et un exemple. Alors comment appliquer, je crois, d'une part en se refusant à tout ce qui est le mode de vie à l'américaine, et pourtant beaucoup des produits qui nous sont proposés sont des produits américains, et surtout le film. J'insiste beaucoup sur le film, parce que c'est peut-être le meilleur moyen et le plus puissant de propagande pour manipuler l'esprit de nos enfants. Bien entendu, la télévision qui en est diverticule. Par conséquent, je crois qu'il n'y a pas un truc, il n'y a pas un moyen particulier. Il s'agit de vivre le Coran dans sa vérité. Dans sa vérité, Dieu seul possède, Dieu seul commande, Dieu seul sait. Oui. À partir de ces trois principes fondamentaux, je crois que nous pouvons orienter notre action de chaque jour en fonction des problèmes évidemment nouveaux qui se posent à nous, qui ne se posaient pas hier. Les problèmes par exemple de l'information. Là aussi, nous avons un effort énorme à faire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à nos amis du Golfe à plusieurs reprises. Ce qui fait la force en particulier d'Israël, c'est qu'ils sont capables de manipuler l'opinion publique à l'échelle mondiale grâce à la possession des moyens de diffusion, c'est-à-dire le cinéma et la télévision, la presse, maintenant avec les autoroutes de l'information. N'oubliez pas que si quelques-uns d'entre vous manipulent peut-être leur Macintosh, on s'aperçoit que 90% de l'information vient des États-Unis. Encore, je suis modeste. Elles ne tiennent bien plus. Avec quelquefois des suppressions. Je vous donne un exemple. J'ai mis sur Internet mon livre Les mythes fondateurs. Et nous l'avons